Dans l'un de ses passages les plus célèbres, l'historien grec Thucydide a noté qu'il y a 3 raisons pour lesquelles les États font la guerre: la peur, l'honneur et l'intérêt. Si vous vous intéressez à l'histoire militaire, c'est une phrase que vous entendrez souvent, car elle peut s'appliquer à toutes sortes de conflits à travers les siècles. Et s'il y avait une 4e raison pour laquelle les États font la guerre? Une raison bien moins profonde que celles avancées par Thucydide, mais qui pourrait expliquer le plus grand danger auquel le monde moderne est confronté. Et si les États pouvaient aussi entrer en guerre par erreur? Selon l'ancien général de division britannique, le docteur Andrew Sharp, la principale menace pour l'OTAN n'est pas un conflit explicable, mais le risque de tomber presque accidentellement dans une guerre majeure. Maintenant, à quel point cela est probable, nous vous laissons en juger, mais il est certain que l'histoire regorge d'exemples. On pourrait dire que la Première Guerre mondiale résulte de plusieurs nations avançant vers le conflit sans réaliser ce qu'elles faisaient, jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour l'arrêter. Même si c'était la principale leçon de notre échange avec le Dr Sharp, ce n'était pas la seule. En 1 heure, nous avons abordé divers sujets importants pour les fans de cette chaîne, de la réduction de l'armée britannique après le 11 septembre aux pénuries d'équipements militaires qui paralyseraient Londres si un conflit éclatait demain. Cette partie était si détaillée et effrayante que nous avons pensé appeler la vidéo « L'armée britannique est foutue », mais la conversation n'était pas totalement sombre. Nous avons aussi évoqué une vieille dame étranglant des nazis avec du fil à fromage pendant la Seconde Guerre mondiale. Et pourquoi elle reste fière de ce fait? Plutôt cool. Pour les connaisseurs des Britanniques très typiques, nous avons même transformé un débat sur la préparation militaire en une grande métaphore de la cuisson d'un sponge cake victorieux. Je suis notoirement britannique et même moi, je ne sais pas comment on en est arrivé là, mais ça marche. En gros, c'était une conversation vraiment intéressante avec un homme qui a servi au plus haut niveau de l'armée britannique, qui a vu les horreurs de la guerre de ses propres yeux et qui souhaite maintenant de tout cœur que la génération actuelle n'ait jamais à vivre cela elle-même. J'ai vraiment apprécié discuter avec lui. J'espère que notre conversation vous paraîtra intéressante et peut-être touchante. Profitez-en. Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle interview de Warfronts. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir le général de division Dr Andrew Sharp dans l'émission. Major Général, merci beaucoup de nous rejoindre. C'est un plaisir d'être ici. Vous avez donc servi pendant 34 ans dans l'armée britannique. Vous êtes maintenant le directeur du Center for Historical Analysis and Conflict Research, Dawson to Chaser, ce qui est pratique, c'est agréable. C'est quelque chose que notre public nous entendra mentionner assez souvent dans les prochaines vidéos. Vous avez également eu la gentillesse de nous mettre en contact avec différentes personnes qui nous ont été utiles pour créer notre contenu. Donc, oui, aussi votre parcours. Vous avez également un doctorat en leadership stratégique de l'intervention internationale, donc Bolger et un universitaire. Je suis sûr que vous aurez beaucoup à dire et j'ai de nombreuses questions. Je propose de débuter par une grande question, si cela vous va. Ce n'est pas une question difficile, juste une grande question. Selon vous, quelle est la probabilité que l'OTAN soit impliquée dans une grande guerre d'ici 10 ans? Vous avez raison, c'est une grande question, qui se divise sûrement en 2 parties, non? Parce que la première partie de cette question serait « Quelle est la probabilité qu'un pays ou des pays membres de l'OTAN soient impliqués dans une grande guerre au cours des 10 prochaines années ?» La deuxième partie de cette question concerne, si vous voulez, ce que les gens appellent en abrégé l'article 5, vous savez, les réponses à l'article 5. Quelle est la probabilité que cela conduise l'OTAN, collectivement, à être impliquée dans une guerre au cours des 10 prochaines années sourds? La réponse à la première partie, c'est que c'est très probable, non? Parce qu'il y a déjà au sein de l'OTAN, et certainement à la périphérie de l'OTAN, des pays impliqués dans une guerre majeure. Je pense que certainement la moitié nord des États membres de l'OTAN diraient qu'ils sont déjà au bord d'une guerre. Je pense que les États du sud de l'OTAN, la Turquie par exemple, diraient « Eh bien, et moi alors? Je suis moi aussi tout à fait au bord d'une guerre. » Et l'Amérique, le grand chef de l'OTAN, est très impliqué dans une guerre en ce moment. Que vous appeliez cela une grande guerre ou non, je ne sais pas. Mais certainement, ceux qui sont sur le terrain et qui en subissent les conséquences ressentent vraiment que c'est une guerre assez intense en ce moment, même pendant un cessez-le-feu. Donc je pense que la réponse courte et banale à la première partie est que, selon moi, il y a déjà un certain nombre de nations de l'OTAN fortement impliquées. Donc l'OTAN collectivement, ce qui est, je pense, le sens de votre question. L'OTAN en tant qu'entité disant « d'accord, c'est un moment relevant de l'article 3, voire de l'article 5, un seuil a été franchi ». Des nations sont maintenant attaquées et se défendent,
article 3, et donc article 5, nous sommes tous engagés ensemble, et l'OTAN est en guerre. Je pense que la politique et les événements imprévisibles des 3 ou 4 dernières années ont rendu cette question beaucoup plus difficile d'y répondre qu'elle ne l'aurait été. Dans exactement les mêmes circonstances, hormis la guerre en Iran, si l'administration américaine se comportait différemment et de manière plus prévisible. Et soit différemment d'une manière qui... C'est ce à quoi nous sommes tous habitués et qui est lié à la sécurité européenne et de l'OTAN. D'une manière que, franchement, tout le monde tenait pour acquise, contre laquelle Trump et les siens s'élèvent contre cela, non sans raison. Ou l'Amérique, pas Trump, mais l'Amérique en général, disant que vous tenez les choses pour acquises, donc nous allons prendre du recul par rapport à notre engagement envers l'OTAN d'une manière ou d'une autre. Si l'une ou l'autre de ces deux circonstances était claire, alors une réponse claire à votre question serait bien plus facile. Le problème, c'est que le leader du monde libre est quelqu'un qui, il suffit de lire son livre, a toujours prospéré en se rendant aussi imprévisible que possible dans tout ce qu'il a entrepris. Certains affirment que c'est parce que cet homme est un fou incontrôlable. Ceux qui sont à l'autre extrême diraient, au contraire, que c'est au kolakebet, que c'est exactement comme il dit qu'il va se comporter, comme il se comporte, et qu'il réussit justement dans ses entreprises en déstabilisant les gens. Et parce que cette puissance dominante qu'est l'Amérique pratique actuellement une politique centrale, une politique de défense et une politique étrangère qui tournent autour de l'imprévisibilité. Que ce soit par erreur ou délibérément, cela importe peu. Cela rend vraiment la réponse à cette question difficile. Cependant, au risque d'être banal, je dirais que pour ressortir un vieux dicton, on cite souvent cette formule de Thucydide. Cela dit, l'humanité n'ira jamais à la guerre que pour l'une des 3 raisons suivantes, la peur, l'honneur ou l'intérêt. Et cela a résisté à l'épreuve du temps pendant quelques milliers d'années, mais j'en ajoute toujours une 4e, qui est par erreur. Et je dirais qu'en réalité, si l'on regarde l'histoire de la guerre, c'est par erreur qu'un grand nombre de nations se sont retrouvées entraînées dans des guerres qu'elles n'avaient pas prévues. Et mon avis est que d'ici les 10 prochaines années, je veux dire bon sang au cours des 2 dernières années, qui aurait pu prédire que nous serions là où nous en sommes aujourd'hui il y a seulement quelques années, ça. Donc je dirais que dans les 10 prochaines années, la probabilité que l'OTAN, en tant qu'entité, soit dans sa forme actuelle ou sous une autre forme, soit entraînée dans un grand conflit a énormément augmenté au cours des 2 ou 3 dernières années. Pour mettre les États-Unis de côté un instant et considérer les puissances européennes de l'OTAN, pensez-vous qu'il puisse peut-être y avoir une guerre impliquant les États-Unis et l'OTAN ? Selon vous, quelle est la probabilité d'une guerre terrestre en Europe dans les 10 prochaines années ? Eh bien, encore une fois, je ne veux pas donner de pourcentage, mais je pense que c'est quelque chose qu'il faut sérieusement envisager. Et je pense que c'est plus probable maintenant qu'auparavant. Je pense aussi que moins l'engagement américain envers l'Europe est clair, plus une guerre en Europe devient probable. La dissuasion fonctionne sur le terrain sans éliminer la dissuasion classique. Elle fonctionne sur le principe que vous possédez quelque chose dont quelqu'un a peur et qu'il pense que vous êtes susceptible de l'utiliser s'il fait ce que vous ne voulez pas qu'il fasse. Si cela disparaît, s'ils se disent, ils ne l'utiliseront peut-être pas. Mais si vous avez moins de choses dont ils ont peur et qu'ils ne croient pas que cela sera utilisé, ils ne sont pas dissuadés. Si les gens ne sont pas dissuadés, peu importe que ce soit Poutine ou un autre, vous savez, en théorie. Si les gens ne sont pas dissuadés, ils sont plus susceptibles de prendre des décisions belliqueuses. Et je pense qu'aujourd'hui, la dissuasion est moins certaine, moins claire, plus ambiguë qu'elle ne l'a probablement jamais été de toute notre vie. Certainement dans la mienne, et je pense être plus âgé que la plupart ici. Donc je pense qu'un certain degré d'incertitude a été introduit. Et comme je le dis dans cette sorte de citation parodique de Thucydide, dès que vous atteignez une situation due à une erreur, une situation beaucoup plus difficile à prévoir, je pense que les choses deviennent beaucoup plus probables. Où ces erreurs pourraient-elles survenir ? Est-ce que ce seraient les points chauds auxquels nous pensons aujourd'hui, ou pensez-vous qu'il y a autre chose qui se prépare quelque part ? Donc je pense que, vous savez, nous évoquons tous dans ce domaine les points chauds habituels.
Je pense que ces 3 États qui détestent d'être appelés les États baltes parce que cela les regroupe alors qu'ils se considèrent à juste titre comme des entités indépendantes avec leur propre identité, sont tous assez vulnérables et savent qu'ils le sont. La Finlande se sent vulnérable, et elle l'est un peu, mais pas totalement, car la Russie y est déjà allée et s'y est déjà cassé les dents. Mais ils sont absolument d'avis, si vous parlez aux Finlandais, qu'ils doivent être totalement prêts en tant que nation, et qu'ils le sont mentalement, prêts à prendre les armes et à faire face à cela comme ils l'ont déjà fait auparavant. En Pologne, j'y ai été très récemment, on sent vraiment, vous savez, nous sommes polonais, c'est comme ça que ça se passe. Nous comprenons comment cela fonctionne. Et nous n'avons qu'à regarder notre histoire. Voilà, ça recommence. Donc je pense que, là où vous êtes, en République tchèque et vers le nord, je pense qu'il y a tout un ensemble de gens légitimement inquiets, toutes pour diverses raisons. Et vous verrez que la démarche de Poutine auprès du Parlement pour obtenir une justification afin de protéger les citoyens russes, qui a été inscrite dans la loi seulement la semaine dernière, je pense que cela donne la chair de poule si vous êtes en Estonie, en Lettonie ou en Lituanie. Oui. Et cela semble certainement être la même chose avec les dépenses de défense. Plus on se rapproche de ce point de tension potentiel, plus les gens sont inquiets, comme la Pologne et la Finlande en matière de dépenses, comme vous l'avez mentionné, évidemment. Y a-t-il d'autres points de tension? Y a-t-il quelque chose en dehors de l'Europe que vous considérez comme un problème potentiel? Eh bien, je pense que la Moldavie a ses propres problèmes, n'est-ce pas? La Hongrie est intéressante en ce moment. Je ne suis pas totalement sûr que la disparition d'Orbán soit un véritable tournant, comme le disent certains, mais il y a du changement. Je ne suis pas totalement sûr que ce soit un changement de régime, mais c'est certainement le moment pour quelque chose de nouveau. Mais je ne suis pas d'accord avec ceux qui disent que c'est un tournant décisif concernant la montée d'un nationalisme modéré, d'une droite modérée à travers l'Europe, plus ou moins. Donc je ne suis pas sûr de cela. Mais la disparition d'Orbán a certainement un peu changé cette dynamique. Et bien sûr, tout ce qui se passe actuellement au Moyen-Orient, de la Méditerranée centrale jusqu'au sous-continent, nous concerne tous. Économiquement, au moins, et pour beaucoup de nations, de manière bien plus concrète que cela. Donc je pense qu'il y a une grande zone d'instabilité, n'est-ce pas, à laquelle nous devons prêter attention et dont nous devons nous préoccuper. Il semble qu'il y ait de plus en plus de points de tension potentiels ces derniers temps, ce qui est préoccupant, car plus il y en a, plus il y a de chances que l'un d'eux s'embrase. En parlant du Moyen-Orient, vous avez passé beaucoup de temps après le 11 septembre à optimiser ou à contester l'optimisation des armées pour la contre-insurrection. Et je pense que c'est quelque chose que les armées les ressentent aujourd'hui comme un regret. Je me demande ce que vous avez observé pendant ces années qui ont suivi le 11 septembre alors que cela se produisait. Et pourquoi, selon vous, qu'est-ce que les armées manquaient? Je pense qu'en général, les armées ont en quelque sorte 2 responsabilités. L'une est de s'occuper de la mission qui leur a été confiée à l'instant présent, la mission du moment. Et l'autre est de faire de leur mieux pour s'entraîner et se préparer à la grande mission, leur raison d'être. Le but concerne l'armée, mais s'applique aussi aux marines et forces aériennes. Le but d'une armée est d'être prête, aussi prête que possible, à combattre et à gagner les guerres d'une nation sur terre et depuis le sol. Et peu importe à quelle armée vous appartenez, c'est en quelque sorte pour cela que vous existez. Le but de l'armée n'est pas nécessairement de projeter ailleurs votre capacité à employer la force pour soutenir les intérêts de la nation de quelque manière que ce soit. C'est un bonus en plus, si vous voulez. Donc si la nation décide que, pour quelque raison que ce soit pour soutenir un allié solide, que ce soit parce que vous êtes directement menacé, que ce soit une combinaison de ces choses, que ce soit pour des raisons économiques, peu importe, mais si la nation décide qu'elle souhaite utiliser son armée à distance pour avoir un effet, cela reste secondaire par rapport à la mission principale de cette armée. Et donc chaque armée devrait pouvoir dire « J'ai la capacité d'aller faire ce que vous me demandez, monsieur le ministre, monsieur le président, monsieur le dirigeant, peu importe qui vous êtes. » Tout en même temps, c'est mon devoir en tant que militaire de maintenir notre capacité, notre aptitude à vous fournir ce dont vous avez besoin.
pour remplir le premier devoir de tout gouvernement, qui est la sécurité de sa nation. Et donc mon premier devoir est d'accomplir notre objectif principal, qui est d'être prêt à combattre et à gagner les guerres de la nation sur Terre. Ce qui s'est passé durant cette période n'était pas une expérience seulement britannique. Les Français faisaient vent pareil. Les Américains faisaient la même chose, en fait, contre la résistance de l'armée américaine, qui disait exactement ce que je dis, et qui recevait d'ailleurs des critiques de l'armée britannique pour l'avoir dit. Mais plusieurs armées disaient « Écoutez, la demande est tellement énorme en ce moment que c'est là-dessus que nous devons concentrer tous nos efforts. » Je pense que l'armée britannique est allée plus loin que la plupart des autres. Et ils ont pris la décision délibérée d'appeler l'engagement en Afghanistan « Up Entirety ». Et ils ont pris cette décision. Normalement, l'armée britannique utilise un générateur de noms aléatoires pour ses opérations. Dans ce cas, ce n'était pas le cas. C'était une décision de choisir ce nom pour montrer clairement que c'était là que nous devions concentrer tous nos efforts. Up Entirety. Donc, toute l'armée était concentrée sur la contre-insurrection, loin de l'Europe, comme objectif principal. Bien sûr, ce n'était pas le cas, mais en l'appelant ainsi, cela rendait parfaitement clair que c'est là que devait se concentrer la majeure partie de nos efforts. Et c'est tout à fait juste, parce que la majeure partie des efforts de l'armée britannique à cette époque devait effectivement se concentrer là-bas. Bon sang, j'ai enterré 21 de mes gars à cause de la guerre en Afghanistan. Absolument, c'est là que se trouvait le cœur de notre attention et de nos efforts. Et il fallait que ce soit ainsi pour réussir là-bas. Et ça, c'est une discussion différente que nous pourrons avoir plus tard si vous le souhaitez. Mais en termes de succès militaire, c'est très différent des résultats stratégiques. Concernant la réussite de la mission confiée à l'armée britannique, il devait en faire cela. Mais en l'appelant Opération Entirety, ce que cela signifiait dans l'espace conceptuel, c'est que beaucoup de gens ont arrêté d'y penser. L'autre mission des forces armées, c'est de rester prête à combattre et à gagner les guerres terrestres du pays. Et cela signifiait que les grands mouvements stratégiques de la guerre, conceptuellement, étaient ignorés. Mais cela signifiait aussi que si vous ne réfléchissez pas dans cet espace, vous vous laissez dépouiller à la fois moralement et physiquement, les deux autres aspects qui constituent la conduite de la guerre en même temps. Et si vous faites cela, vous obtenez une armée qui n'est pas prête, lorsque vous arrêtez de faire de la contre-insurrection à accomplir sa mission principale. Si vous faites l'inverse et que vous vous concentrez sur la capacité à accomplir les tâches les plus lourdes, alors vous pouvez faire l'autre chose si nécessaire, avec un peu de changement d'état d'esprit et de préparation. Est-ce que cela a du sens ? Absolument. Quel est, selon vous, le ressenti dans l'armée britannique aujourd'hui, maintenant que nous voyons plus clairement ce que l'avenir pourrait nous réserver et ce qu'a été le passé ? Je sais que vous êtes à la retraite, mais Chaser, vous êtes le groupe de réflexion de l'armée britannique. Y a-t-il un certain niveau de regret ou quel est le sentiment là-bas, actuellement ? Je pense qu'il y a plusieurs sentiments. Je pense que la première chose que je dirais, c'est qu'il y a une reconnaissance très claire de ce que je viens d'exprimer. En commençant par le général Rolly Walker au sommet, qui a une vision absolument claire et qu'il a toujours eue, malgré sa propre histoire personnelle et son engagement dans cet autre type de guerre. Il comprend parfaitement que son travail, le but fondamental, est exactement comme décrit, et c'est à lui de pouvoir le réaliser. Et c'est là-dessus qu'il se concentre, tout comme ses généraux, et comme tout le monde, je pense, jusqu'aux soldats du rang le plus récemment engagé. Donc je pense qu'en ce qui concerne la question de savoir si nous reconnaissons maintenant quel est notre rôle en tant qu'armée britannique, je pense qu'il répondrait oui, absolument. Nous le reconnaissons. Merci beaucoup. Nous faisons de notre mieux pour avancer. Mais ce n'est pas votre vraie question. Vous demandez ce qu'ils ressentent. Et je pense qu'en partie, à cause de cette reconnaissance, l'armée britannique dit « Oui, mais regardez, si vous voulez que nous puissions faire cela, et bon sang, nous voulons vraiment pouvoir le faire. Alors il nous faut, je pense, deux choses à grande échelle. Nous avons besoin d'une nation qui comprenne que c'est notre rôle et qui soit prête à en faire partie, quelle que soit la forme que cela prenne, pour nous soutenir dans cela et nous soutenir.
plutôt que de simplement venir en novembre avec un coquelicot et dire « les pauvres », pour que la nation se mobilise et soutienne vraiment. Et nous avons besoin de ressources de toutes sortes, ce qui nous permet d'être équipés pour le faire. Et si vous combinez ces deux éléments, alors toute l'ambition technologique, les nouvelles façons de combattre, les nouvelles façons de penser à tout cela peuvent s'imbriquer. Sans ces éléments, c'est difficile. Je trouve plus simple de comprendre le concept de ressources. Plus de budget militaire permet à une armée d'agir davantage. Dans un monde idéal, comment changeriez-vous la perception de la façon dont les gens voient les choses ? Vous avez mentionné que vous aimeriez que la nation comprenne que le rôle d'une armée est exactement ce que vous avez décrit. Dans l'idéal, comment procéderiez-vous pour changer cela ? Que feriez-vous ? Oui, c'est intéressant, non ? Oh mon Dieu, je pense qu'il y a plusieurs choses. La première serait, et je paraphrase ici le premier sergent-major de l'armée britannique. Rappelez-vous l'époque de Wood and Bassett, où ces interminables convois de corbillards traversaient ce village du Wiltshire. C'est bien le Wiltshire ? Dans le sud-ouest de l'Angleterre, peu importe l'endroit. Ne me lancez pas sur la géographie. C'est près de la M4 au sud-ouest de l'Angleterre, dans le Wiltshire. De toute façon, ça passait par Wood and Bassett, et il y avait des foules de gens qui n'avaient absolument aucun lien avec les malheureux dans ces corbillards, encore moins avec l'armée ou quoi que ce soit d'autre, qui se tenaient trop dans les rues par sympathie. Et à cause de tout un ensemble de raisons sociétales, de changements dans la taille et la structure, et de changements dans le recrutement, toutes sortes de choses. Le nombre de personnes qui comprenaient le monde militaire, pas seulement l'armée de terre, mais les forces armées en général en Grande-Bretagne, avait considérablement diminué au fil des décennies depuis les années 50, 60, 70, et devenait de plus en plus réduit à mesure que le temps passait, que l'armée rétrécissait, etc., etc. Et ce que le sergent-major de l'armée avait l'habitude de dire lorsqu'il s'adressait à des publics qui apportaient leur soutien, mais d'une manière un peu mélancolique, il disait « Vous ne comprenez pas. Je ne veux pas de votre sympathie, ni mes soldats, nous voulons votre empathie. » J'ai trouvé que c'était une très bonne phrase. J'ai été président de la Poppy Factory, association caritative nationale britannique pour les anciens combattants, pendant un temps. Et j'ai piqué sa formule sans vergogne parce que je pense que c'est une excellente phrase. C'est une belle vie. Donc je pense que, et une partie de cela repose sur l'armée, n'est-ce pas ? Parce que si quelqu'un est mal informé, une partie de la responsabilité revient à la personne qui ne fait pas l'effort de s'informer, l'informer, et une autre partie revient à l'informateur. Donc faire en sorte que les gens comprennent mieux la nécessité, sans alarmisme, sans leur faire peur, mais cette nécessité est importante. Et faire en sorte que les gens comprennent d'une manière qui leur permette d'éprouver de l'empathie, plutôt que de voir simplement les soldats comme des victimes, ce qui est profondément inutile à bien des égards. Je pense que c'est la première étape. C'est le cas. C'est intéressant. J'ai l'impression que depuis le début de la guerre en Ukraine, il y a eu un débat plus large et il y a eu, je ne sais pas si ces sondages existaient avant, mais j'en ai certainement vu davantage sur la volonté des gens de servir. Je ne me souviens plus précisément, je n'ai pas les données, mais il y avait une question du type « Seriez-vous prêt à servir si votre nation faisait face à une menace existentielle ?» Et je pense, si je ne me trompe pas, que les chiffres sont plus bas que jamais. Et je me demande simplement, selon vous, qu'est-ce qui a changé dans la société ? Parce que j'y ai beaucoup réfléchi et toutes les réponses qui me viennent à l'esprit finissent par être assez insatisfaisantes. Et je me demande simplement si vous avez une idée de ce qui a changé dans la société. Est-ce simplement parce que nous avons connu une si longue période de paix ? Est-ce que cela ne semble pas satisfaisant ? Non, ce n'est pas satisfaisant, mais je pense que c'est proche du cœur du problème que vous venez d'évoquer. Mais bon sang, qu'est-ce qu'on a de la chance ? Je veux dire, nous sommes une génération profondément bénie, n'est-ce pas ? Nous tous, de ceux qui ont maintenant dans les 70 ans jusqu'aux personnes qui naissent aujourd'hui, si Dieu le veut, que cela reste ainsi. Mais pour ceux qui ont vécu 75 ans ou moins, nous n'avons tous connu, en Grande-Bretagne, rien d'autre qu'un état de sécurité et de paix. Et certes, notre économie s'en est plutôt bien sortie au fil des années et des décennies. Nous avons été plus ou moins prospères. Mais ce que nous n'avons pas été, c'est menacés physiquement ou même existentiellement durant toute cette période de 80 ans, et cela signifie que la plupart d'entre nous,
Britanniques, qui sommes actuellement en vie, mais cela s'applique aussi à une grande partie de l'Europe, et cela s'applique aussi à l'Amérique. La plupart d'entre nous, vivant dans ces pays, sommes des gens qui ont vécu sans menace militaire à leur encontre. Et par conséquent, il n'est pas surprenant que la compréhension de cette menace et des conséquences de ne pas y faire face se soit estompée. Et si cela s'applique aussi à toutes les personnes qui vous gouvernent, y compris actuellement dans les gouvernements américains et britanniques. Ceux qui ont servi en uniforme, ils ont servi en uniforme, mais ils ont servi en uniforme. Dans le genre de conflit dont nous parlions plus tôt, qui consiste à exporter le problème à l'étranger, au lieu de le traiter de manière existentielle chez soi. Et donc je pense qu'il n'est pas surprenant qu'il y ait toute une génération de personnes qui ne voient pas cela. Ils sont directement menacés. Parce que c'est presque littéralement inconcevable, puisqu'ils n'ont jamais eu à l'envisager. Nous en sommes tellement éloignés. Mon expérience, entre guillemets, de la guerre serait ma grand-mère parlant du rationnement à la fin de la Seconde Guerre mondiale, parce qu'elle était jeune pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est ma seule expérience indirecte d'un événement aussi important. Et en tant que personne, vous savez, j'ai une trentaine d'années, je suis en âge de combattre. Je suis tellement loin de l'idée d'une Grande-Bretagne en guerre. Oui. C'est une histoire que je raconte souvent et que j'aimerais retrouver. Mais il y a de nombreuses années, je faisais des recherches et je suis resté des jours entiers dans des archives à consulter des témoignages oraux recueillis auprès de toutes sortes de personnes qui avaient participé à la Seconde Guerre mondiale, des commandants de peloton aux politiciens, en passant par toutes sortes de gens. Et l'un des entretiens était avec une vieille dame extraordinaire qui avait été agent du SOE pendant la Seconde Guerre mondiale, mais qui était la plus douce, la plus merveilleuse. Il faisait partie des opérations spéciales. Ainsi, aux côtés de diverses résistances, notamment la résistance française, mais aussi des résistances partout en Europe, ils étaient des parachutés et accomplissaient des choses extraordinaires. Malheureusement, beaucoup ont connu une fin horrible. Mais cette femme merveilleuse servait à l'intervieweur, qui était un universitaire, des scones avec de la confiture et une tasse de thé dans de la porcelaine fine, et elle était absolument gentille et adorable. Et elle bavardait à propos de son expérience. Et elle avait fait partie du Special Operations Executive, et parlait assez joyeusement d'étrangler des gens avec du fil à couper le fromage et de tirer sur des gens. Et pourtant, cette merveilleuse vieille dame frêle, si polie, gentille et agréable, voulez-vous une autre tasse de thé, mon cher ? Tout en racontant une histoire épouvantable. Et elle a utilisé ce terme plusieurs fois. Cette génération bénie, lorsque l'intervieweur lui a demandé, et il posait la question d'une manière plutôt moralement inquisitrice, « Pensez-vous que ce que vous avez fait en valait la peine ?» C'était le cœur de sa question. Et sa réponse revenait sans cesse à dire « Eh bien, je le pense, parce que regardez cette génération merveilleusement bénie. » Enfin, il a dit « Désolé, je dois clarifier. Que voulez-vous dire ?» Et je paraphrase ses propos ici, mais ce qu'elle a dit m'a profondément marqué. Elle a dit « Eh bien, je pense qu'ils ont de la chance, n'est-ce pas ? Parce qu'il me semble que les jeunes d'aujourd'hui, et par là je pense qu'elle voulait dire toute personne de 50 ans ou moins les jeunes d'aujourd'hui, ils semblent tellement anxieux, n'est-ce pas ? Ils semblent tellement inquiets. Bien sûr, mes petits-enfants et arrière-petits-enfants sont très anxieux. Mais si vous leur demandez ce qui les dérange vraiment, il semble que ce qui les inquiète le plus, c'est que les autres les voient comme ils se voient eux-mêmes. Comme ils sont chanceux que ce soit leur seule préoccupation. Et j'ai pensé, à tant de niveaux, ça fait dresser les poils sur la nuque. Tu te dis « Waouh, mince, d'accord ». Et l'athlète qui l'interviewait est juste resté là, silencieux, et a dit quelque chose comme « Je vais avoir besoin de digérer ça ». Elle a dit « J'espère que ce sera plus facile à digérer dans mes scones ». Et ils sont passés à autre chose, et ça a juste été laissé en suspens. Et je pense que le but de cette digression, c'est que je crois que maintenant, malheureusement, même sa merveilleuse génération a disparu. Cette compréhension de la différence entre ce que nous considérons comme des difficultés. Oh non, ma connexion Internet est coupée pendant 30 minutes. Comment vais-je travailler ? Avec de véritables difficultés. Et le fait que, et je vais mal utiliser le mot,
Mais les gens les plus ordinaires, comme cette femme merveilleuse qui était clairement la plus extraordinaire des personnes, mais les gens les plus ordinaires, qui auraient autrement vécu une petite vie tranquille à Potterington, au fin fond de l'ouest du pays, avaient en trouvé leur heure et joué leur rôle d'une manière presque inconcevable aujourd'hui. Je suppose que si on faisait appel à elles, toutes ces personnes ordinaires trouveraient le moyen de faire des choses extraordinaires, comme elles l'ont toujours fait. Pas seulement en Grande-Bretagne, mais aussi en France où j'ai grandi, ainsi qu'en Allemagne, en Pologne et partout ailleurs. Je crois que votre question portait sur la volonté. Et je soupçonne que cette génération bénie vous dirait aujourd'hui qu'elle n'était pas disposée. Mais je soupçonne que si vous les mettiez dos au mur, ils deviendraient beaucoup plus disposés. Et la seule raison pour laquelle ils vous disent qu'ils ne sont pas disposés, c'est parce que la question que vous posez dans ce sondage leur est littéralement inconcevable. Parce que leur expérience, celle de leurs parents et celle de leurs grands-parents ont fait que c'est littéralement une situation inconcevable. Oui, tu as mentionné plus tôt l'idée de changer la façon dont les gens perçoivent l'armée, l'empathie plutôt que la sympathie, et de faire comprendre aux gens à quoi sert l'armée. Je pense qu'on a vu des conflits dans le passé où, soudainement, il y a un besoin de défense nationale et les sondages se trompent parce que le gouvernement dit « Regardez, cela se passe maintenant ». Soudainement, un énorme effort de propagande, ou peu importe comment on l'appelle à ce moment-là, c'est comme « Hé, tu dois faire ta part. Allez, on se lève et on y va ». Et on a vu, je ne pense pas que les gens soient fondamentalement différents aujourd'hui de ce qu'ils étaient il y a 100 ans. Nous restons des êtres humains. Et j'imagine que tu as raison que quand on est dos au mur, les sondages ont probablement tort. Oui, absolument. Et si je peux juste ajouter un codicile à cela, parce que ça revient à la question précédente, si les armées ont accompli leur premier devoir pendant les périodes difficiles, quand elles sont trop limitées pour pouvoir remplir ce premier devoir et qu'elles se concentrent sur autre chose si elles ont fait ce premier devoir et se sont préparées mentalement et ont essayé, s'entraîner comme si elles étaient immenses et qu'elles avaient tout ce qu'elles pouvaient désirer. Alors, soudainement, quand la situation change et que la nécessité se fait sentir, ces armées deviennent beaucoup plus prêtes, beaucoup mieux préparées, beaucoup plus capables d'absorber cet afflux de volontaires prêts à se manifester et à répondre présent que celles qui n'ont pas accompli ce premier devoir et se sont entièrement concentrées sur le second devoir. Et mon argument avec l'armée à l'époque, et j'en faisais partie à ce moment-là et je ne me suis pas rendu populaire en ayant cet avis, mon argument avec l'armée à l'époque était « Vous pouvez sûrement voir qu'un jour, nous pourrions nous retrouver dans une situation où il nous serait demandé d'accomplir le premier devoir. Et de toute façon, c'est notre raison d'être. » Et donc c'est là que nous devons réfléchir aux jeux de guerre, à la doctrine, aux acquisitions, à la planification de contingence, à toutes ces choses-là. Et la réponse « Écoute, super mon pote. » Oui, je comprends. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que c'est tellement prenant que ça doit tout absorber. Et j'ai compris ça aussi, mais ça m'agaçait quand même. Dans une situation militaire comme celle-là, est-ce que ce sont les politiciens qui prennent les décisions sur où l'armée concentre son attention, ou bien c'est plutôt les hauts gradés militaires? C'est une combinaison des deux. La réponse simple à votre question, c'est l'armée qui prend ses propres décisions. Bien sûr, c'est le cas. Tout fonctionnaire ou homme politique vous répondra ainsi, à juste titre. Mais bien sûr, aucune décision prise par les hauts gradés de l'armée ne se prend hors de tout contexte. Et si votre contexte est, disons, prenons par exemple l'Irlande du Nord, qui était d'une manière différente précisément l'ensemble des circonstances que nous décrivons, mais dans un contexte différent. Donc, l'Irlande du Nord était une opération que l'armée britannique ne pouvait pas se permettre de perdre sous quelque forme que ce soit, et que la nation ne pouvait pas se permettre de perdre sous quelque forme que ce soit, et qui était bien plus centrale au cœur de la nation que les opérations en Irak ou en Afghanistan ou ailleurs dans des endroits plus éloignés. Et donc c'était, si vous voulez, autant voire plus une justification pour l'opération Entirety que l'Afghanistan ne l'a jamais été, ou l'Irak, oui. Mais l'armée était suffisamment grande à l'époque, avec une capacité suffisante et suffisamment concentrée sur son activité principale, parce qu'elle avait le sentiment, et la nation avait le sentiment, parce que nous étions au cœur de la guerre froide, que la menace était réelle et existentielle, qu'elle avait la capacité de dire « d'accord,
Nous allons avancer avec l'Irlande du Nord et nous assurer d'y réussir, tout en gardant la capacité de regarder vers l'Est parce que nous y sommes obligés. C'est ce que l'OTAN exige de nous, c'est ce que la guerre froide exige de nous, etc. Si le contexte est tel que vos ressources sont telles que le commandement militaire estime être confronté à un choix binaire, alors c'est à eux de prendre la décision. Mais prenez cette décision tout en, à mon avis, revenant fermement vers le responsable politique et en disant, ainsi qu'aux fonctionnaires, et en disant « nous avons pris cette décision ». Mais nous tenons à l'officialiser auprès de vous, car vous devez en assumer la responsabilité, puisque c'est vous qui fournissez le contexte dans lequel nous prenons cette décision. Oui, j'ai posé la question parce que, dans mon esprit, je pensais que l'armée aurait une vision à plus long terme. Certains servent depuis des décennies, tandis que les politiciens changent souvent. Et la contre-insurrection, la guerre contre le terrorisme, même si elle a duré longtemps, reste à plus court terme que ce que vous décrivez comme étant la préparation globale de l'armée. Et oui, c'est simplement de là que semblait venir ce court-termisme. Je suis juste surpris que vous ayez reçu autant de résistance de la part de l'armée elle-même sur l'idée que l'armée remplisse son rôle. Donc oui, je ne veux pas me donner trop d'importance ni suggérer que j'étais une voix isolée. Je pense que la résistance ne signifiait pas que vous étiez la seule personne à avoir ce point de vue. La résistance, c'était « oui d'accord Powell, on a tous compris ça ». On a compris. Merci beaucoup pour votre avis. Tu n'aides pas parce qu'on comprend tout ça, mais il faut faire ce qu'il faut, et voilà les impératifs. Alors rallie-toi à cette ligne. À cela, ma réponse est que je serai absolument pleinement aligné sur cette ligne parce que je partage totalement ton avis. C'est quelque chose dans lequel nous devons réussir tactiquement et opérationnellement. Assurer le succès stratégique relève d'un autre, mais pour la réussite tactique et opérationnelle, je suis avec toi. Néanmoins, j'aimerais que tu trouves un peu de temps, si cela ne te dérange pas, pour réfléchir aux autres aspects. Tu as mentionné plus tôt les ressources, et je me demande, qu'en penses-tu maintenant, après tout ce qui s'est passé et le changement de direction que l'armée a pris? Selon toi, quelle est la partie la plus faible de l'armée maintenant? Est-ce lié à les effectifs? Est-ce lié à l'équipement de combat? Où dirais-tu que cela se situe? Je dirais partout. Ah. Et ce n'est pas une réponse très utile, mais c'est la réalité. La vieille maxime. Pour le dire autrement, si l'armée britannique partait en guerre aujourd'hui, selon vous, quelle serait la première chose qui tomberait en panne? Où voyez-vous le premier point de défaillance? Je ne suis pas sûr parce que, encore une fois, et je n'essaie pas d'éviter, je n'évite pas la question. Donc l'armée a du matériel. Elle manque beaucoup d'artillerie, vraiment beaucoup d'artillerie, surtout d'artillerie à tube de 155 mm parce qu'elle a donné presque tout cela à l'armée ukrainienne. Et cette artillerie manque de munitions parce que l'industrie de défense britannique n'a pas été encouragée à en produire énormément, car elle n'en avait pas besoin, etc., etc. Donc il y a un problème d'artillerie. Il y a un problème de défense aérienne. Il y a un problème de génie de combat. Il y a un problème d'infanterie blindée. Il y a un problème d'infanterie légère à tous les niveaux. Parce que si vous avez dû faire une série de choix sur une longue période, des années et des années, et des années et des années, et même avec une Up Entirety, ceux qui ont la responsabilité de l'armée ont eu, et je caricature injustement leur incapacité à y réfléchir. Bien sûr, ils avaient cette responsabilité en tête. Ils disaient « Il nous faut une défense aérienne et des ingénieurs de combat. On ne peut compter sur personne d'autre. Et il faut ceci, et il faut cela. Oh, et il y avait de nouvelles idées il y a 10 ans. Je pense qu'il faut commencer à réfléchir aux drones, etc., etc. » Donc toute cette réflexion se poursuit en permanence. Et tout général responsable dirait « Mais regardez, je ne peux pas emmener ma brigade blindée à la guerre. » À moins qu'elle n'ait de l'artillerie, à moins qu'elle n'ait de la défense aérienne, et à moins qu'elle n'ait des capacités cyber. Et parce que d'ailleurs, elle doit pouvoir s'intégrer à notre armée de l'air et parfois à notre marine et à toutes les autres forces. Et tant que vous avez besoin d'une force d'une certaine envergure, appelons-la une division. Il faut l'équiper avec un peu de tout.
Et le problème, c'est que ce peu est arrivé à un point où ce n'est plus suffisant pour faire le travail, même à l'échelle micro, sans parler de l'échelle macro. Donc ce que l'armée dit, je pense, se situe à 2 niveaux. Nous devons pouvoir expliquer pourquoi nous devons être capables de nous battre. À un niveau, nous devons tirer parti de l'évolution technologique. À un autre niveau, nous devons obtenir toutes ces choses dont nous savons que nous avons besoin en quantité. Et c'est parce qu'on en manque, ne serait-ce qu'en nombre de soldats, sans même parler de tout l'équipement. Parce que nous en avons certains, mais nous n'en avons pas assez dans l'ensemble. Je ne peux pas vraiment répondre à votre question car il y a tellement d'exemples qui renvoient à ce vieux proverbe « Il manque tellement de clous au fer à cheval partout que les points de défaillance sont multiples. » Je pense qu'il n'y aura toujours qu'une quantité limitée d'argent qui entrera, jamais assez je suppose, surtout dans une situation où il y a de nouvelles technologies à explorer, comme le cyber ou les drones. Et puis, d'un autre côté, l'artillerie, il faut toujours de l'artillerie, il suffit de regarder l'Ukraine, l'artillerie a été un vrai problème à ce niveau-là. Comment fait-on? Comment cette décision est-elle prise? Comment feriez-vous? Je comprends qu'on en a besoin partout, mais elle ne peut pas aller partout. Donc, est-ce qu'il s'agit de la répartir équitablement? Ou pensez-vous, par exemple, que l'Ukraine s'est fortement appuyée sur les drones, et maintenant la Russie aussi, et maintenant partout également? Comment faites-vous? Comment prendre une décision où, de toute façon, on n'est pas gagnant? Ça, les choses dont on aura besoin à l'avenir et celles dont on a besoin maintenant. Mais il y a un budget limité. Eh bien, vous me demandez de décrire tout le processus de développement des forces. Je n'ai pas souvent l'occasion de parler à un général. Alors, prochain général. Donc vous le faites. En termes simples, vous faites toute une série d'analyses qui examinent toute votre expérience, en commençant par les épées et les boucliers et en progressant jusqu'à votre situation actuelle. Et vous explorez la nature clausewitzienne qui ne change jamais et le caractère clausewitzien qui change tout le temps. Ensuite, vous lisez Sir Michael Howard et vous décidez que vous devez faire la meilleure estimation possible, tout en sachant que vous allez vous tromper dans cette estimation et tout ce qui s'ensuit. Et vous avez une direction de la prospective, quelle qu'elle soit, dans votre état-major qui organise des jeux de guerre, examine le contexte, étudie la technologie et analyse tout ce que vous avez. La recherche et le développement existent sous divers noms dans différentes armées. Vous examinez les contextes actuels dans les guerres en cours et vous faites de votre mieux pour deviner à quoi ressemblera probablement la prochaine. Sachant, comme je le dis avec Michael Howard, que vous allez vous tromper. Et donc, il faut intégrer la flexibilité que vous pouvez, toute la flexibilité possible pour vous adapter, ainsi qu'une flexibilité mentale pour être prêt à vous ajuster lorsque vous découvrirez à quoi vous êtes réellement confronté. Et vous savez, si vous prenez l'Ukraine comme exemple, je pense que si votre analyse de l'Ukraine est superficielle, vous diriez que la prochaine guerre portera clairement sur les drones. Si votre analyse de l'Ukraine est un peu plus approfondie, vous diriez bien sûr les drones vont être impliqués, mais il ne s'agira pas uniquement de drones parce que l'Ukraine ne se résume pas aux drones, il s'agit aussi de tranchées. Et cela semble horriblement familier à un ancien fantassin. Il s'agit de chars de combat. Il s'agit, comme vous venez de le dire, d'une puissance d'artillerie énorme. Et d'ailleurs, les drones ne sont pas nouveaux. Et cela me semble remarquable d'une certaine manière, d'une manière terrible. Si vous m'aviez demandé il y a 10 ans, pas à quelqu'un d'aussi au fait que vous, par exemple, s'il y aurait des guerres faisant énormément de victimes, alors même qu'on aurait des drones, je me demanderais, ce sont les drones ou les hommes qui se battent? En fait, il y a les deux. La Russie envoie encore des dizaines de milliers de personnes à la mort constamment, par vagues. Et ça me paraît tellement étrange. Ces choses semblent tellement contradictoires. Et tu viens littéralement de dire que tu aurais tort si tu essayais de deviner quel sera l'avenir de la guerre. J'aimerais tout de même que tu essayes de deviner. Penses-tu que ce sera, et si ce ne sont pas les drones, est-ce que ce seront les tranchées, l'artillerie, ou bien tout à la fois? Je pense qu'il y a sûrement un peu de tout cela. La réponse banale que je donne à la plupart des questions de ce genre, c'est « ça dépend ». Et j'ai bien peur que ce soit la réponse. Ça dépend.
Et vous savez, si la guerre en Iran continue ou éclate à nouveau, ou peu importe comment vous voulez le décrire, comment cela va-t-il être caractérisé ? Eh bien, on peut faire toutes sortes de suppositions, n'est-ce pas ? Vous avez beaucoup travaillé récemment sur ce qu'il faudrait pour prendre l'île de Karg, et ce ne seront pas des drones, ça c'est sûr. Est-ce qu'ils vont être impliqués ? Ça, c'est certain. Donc je ne sais pas. Franchement, c'est difficile à dire. Mais je pense que nous avons tendance à nous focaliser sur les nouveautés en matière de guerre. Et par nous, j'entends les analystes comme vous ou moi, ou les personnes en uniforme, ou les scientifiques, nous nous focalisons sur les nouveautés. Nous réalisons que nous avons inventé une mitrailleuse et nous nous concentrons sur les capacités de la mitrailleuse et sur son utilité. Et soit nous nous accrochons aux anciennes idées à nos risques et périls, soit nous les abandonnons totalement à nos risques et périls. Et ce sont ceux qui comprennent que c'est en quelque sorte un mélange de tout cela, des constantes et des changements, qui ont tendance à s'en sortir mieux et plus tôt. Ils ne gagnent pas forcément à la fin, mais ils ont tendance à s'en sortir mieux et plus tôt. Et je dirais qu'il y a ça, je veux dire, tu me demandes de deviner quelle sera la prochaine guerre, et tu as demandé tout à l'heure, disons qu'il y a une guerre dans 10 ans, dans laquelle l'OTAN est impliquée. Est-ce que cela impliquera des porte-avions, des frégates, des sous-marins de toutes sortes, des destroyers, etc. Absolument, oui. Est-ce que cela impliquera une marine hybride remplie de véhicules aériens, de surface et sous-marins sans pilote ? Absolument, oui. Est-ce que cela impliquera des forces aériennes avec et sans équipage ? Bien sûr que oui. Est-ce que cela impliquera l'espace, le cyber, etc. Bien sûr que oui. Est-ce que cela impliquera des personnes avec des pelles aiguisées et des baïonnettes sur le terrain prenant les décisions finales ? Bien sûr que oui. Y en aura-t-il beaucoup ? Tu peux en être sûr, il y en aura plein. Est-ce que ça impliquera des chars de combat principaux, de l'artillerie et des drones ? Absolument. Absolument. Et la cyberdéfense, l'interconnectivité, l'intelligence artificielle ? Absolument. Mais à quoi ressemblera la recette ? Honnêtement, je n'en ai absolument aucune idée. Je crois qu'il y a un écho. Vous savez, on a commencé cette interview en parlant de la contre-insurrection qui devient le travail de l'armée au lieu de son rôle traditionnel. Pensez-vous qu'il y a un risque ici que les gens misent trop sur les drones et les nouvelles technologies et que cela se fasse au détriment des bases que l'armée doit assurer ? On a un peu l'impression que, de la même manière qu'ils misent trop sur la contre-insurrection, ils pourraient aussi trop miser sur la technologie, au détriment du reste. N'était-ce pas Trump ou le gouvernement américain qui venait d'allouer 50 milliards de dollars à ce qui serait potentiellement, selon nos théories, une nouvelle branche de l'armée américaine liée aux drones ? Ça donne vraiment l'impression qu'ils misent énormément là-dessus. Oui, absolument. La contre-insurrection plutôt que le contre-espionnage. Je suis désolé. Désolé. Oui, non, enfin, je vous suis. Donc, oui. Laissez-moi utiliser une analogie. Si votre cuisine est assez vide et que ce que vous faites, c'est dire à chaque fois que je vais prendre un repas, je vais descendre au supermarché et acheter les ingrédients dont j'ai besoin parce que je ne sais pas ce dont j'aurai envie. Alors, premièrement, la vie va commencer à devenir chère. Mais deuxièmement, vous allez descendre au supermarché ou au marché local ou acheter tout un tas d'ingrédients, dont certains que vous utiliserez et d'autres non, pour préparer un plat précis. Et ensuite, à moins que vous pensiez que vous allez continuer à manger exactement la même chose jour après jour, ce dont vous allez vite vous lasser. Vous allez devoir vous dire, d'accord, demain ou le jour suivant, ou la prochaine fois qu'on mange, on va descendre au supermarché et acheter encore quelque chose de nouveau. C'est clairement une façon de faire non viable. Mais c'est souvent ainsi que des circonstances difficiles obligent les armées à se procurer du matériel. La vraie question n'est pas « qu'est-ce qu'on mange ce soir ?», mais « qu'aimerait-on manger dans 10 ans ?» Achetons donc l'équipement nécessaire. Allons acheter la farine et les œufs pour ça dès maintenant. Une cuisine bien équipée, c'est celle où vous avez votre farine, vos œufs, votre beurre, votre sel, votre poivre et tout un tas de produits de base qui servent de base à tout ce que vous pensez cuisiner ou pâtisser. Mais ensuite, quand vous décidez de préparer un gâteau Victoria et un rôti, vous pouvez sortir acheter les ingrédients spécifiques sans avoir à acheter tous ces produits de base en plus.
Et dans un environnement bien doté, luxueux, les armées peuvent approvisionner leur cuisine avec tous les produits de base qu'elles pensent pouvoir avoir besoin et les mettre sur l'étagère. Et si ces produits arrivent à expiration, ils peuvent les jeter ou les donner à quelqu'un de plus nécessiteux qu'eux, puis acheter de nouveaux produits et se concentrer sur l'achat des éléments dont ils ont besoin au moment où ils en ont besoin. Si vous n'avez pas du tout d'argent, alors vous allez simplement acheter ce que vous pouvez vous permettre quand vous avez faim. Et ça, c'est problématique. Oui, nous avons beaucoup parlé dans la dernière partie de cet entretien des inquiétudes concernant l'avenir de la guerre, de ce à quoi cela va ressembler, à quel point c'est imprévisible. À part la préparation, y a-t-il quelque chose qui vous inquiète concernant l'avenir de la guerre, en dehors de la technologie, de la préparation de l'armée? Y a-t-il quelque chose qui vous marque particulièrement? Eh bien, je pense que cela se trouve au cœur même de tout ce dont nous avons parlé, c'est que je soupçonne que ceux d'entre nous qui ont eu la malchance de voir ce que la guerre fait vraiment, ça reste un peu là. Ça reste plutôt dans l'esprit. En revenant à la génération chanceuse, c'est finalement le sujet principal de tout ce que nous avons abordé ces 45 dernières minutes. Je pense que ce qui m'inquiète le plus, c'est que ce sera un choc pour les gens quand la guerre arrivera chez eux, littéralement. Je pense que nous tous, en partant de là où vous êtes, en Europe de l'Est et en allant jusqu'à la côte ouest de l'Amérique, nous pourrions tous recevoir, je prie pour que cela n'arrive pas, mais nous pourrions prendre brutalement conscience de toutes les conséquences de la guerre. Et cela m'inquiète bien plus que de savoir si les militaires, quels qu'ils soient, seront capables de gérer les tâches qui leur sont confiées. Parce que franchement, tous ceux qui portent un uniforme, tous ceux de l'OTAN que j'ai rencontrés, quel que soit leur pays, sont des hommes ou des femmes qui feront absolument tout leur possible pour accomplir leur mission. Et si nécessaire, mourir en l'accomplissant. Je n'ai vu personne d'aucune nation qui ne soit pas prêt à relever le défi du mieux qu'il peut. Pour revenir à nos commentaires précédents, je soupçonne que la plupart des nations, peu importe ce que disent ou ne disent pas les sondages, les populations de la plupart des pays seraient à la hauteur si elles avaient le dos au mur. Mais ce qui m'inquiète le plus, c'est le choc infligé à l'ensemble du système. La préparation mentale et la préparation physique sont ce qui est le plus fragile. Et si les guerres deviennent existentielles, ce qui compte vraiment, c'est de savoir si les nations sont mentalement et physiquement robustes pour y faire face. L'histoire de notre nation montre que nous l'avons été. J'espère que nous le sommes toujours. En parlant d'histoire, pensez-vous qu'il existe un parallèle historique auquel vous nous comparez en ce moment? Je veux dire, les gens parlent beaucoup des années 30, mais je ne sais pas si ce n'est pas juste une comparaison facile. Je me demandais simplement ce que vous en pensiez. C'est une comparaison utile, mais il lui manque quelque chose. En fait, dans le sens dont nous venons de parler, il manque une caractéristique essentielle. Dans les années 30, tous ceux qui gouvernaient en Europe avaient l'expérience d'une guerre immense. Soit physiquement, en combattant sur terre, en mer ou, nouveauté de l'époque, dans les airs, soit au gouvernement, soit dans l'industrie, à produire des munitions ou autres. Tout le monde dans la population civile avait soit perdu quelqu'un, soit connaissait quelqu'un qui avait perdu un proche. Enfin, connaissait de près quelqu'un qui avait perdu un proche. Donc, la compréhension de la gravité de la guerre et la probabilité, la possibilité d'une guerre dans les années 30 était bien présente et forte. Je pense qu'il y a un parallèle avec les années 30 à cet égard. De plus en plus, les voix, en particulier celles des personnes en uniforme à travers l'OTAN, y compris en Amérique, qui disent « Regardez, regardez, vous savez, la guerre pourrait arriver. Et nous sommes votre assurance et c'est ce dont vous avez besoin depuis 1989. » Ou ceux qui en ont douté et qui ont dit « Eh bien, c'est ce que vous diriez, n'est-ce pas ? Parce que vous êtes cupide et en uniforme, et vous voulez plus de navires, vous voulez plus de sous-marins, vous voulez plus d'avions, vous voulez plus de chars. » Oui, c'est exactement ce que j'attendrais de quelqu'un en uniforme. D'autres priorités sont plus importantes.
Je pense que ces voix qui dominaient ont de moins en moins la capacité de dire cela aux personnes en uniforme. À mesure que la menace de guerre, la menace d'un véritable engagement dans un conflit, disons, est devenue de plus en plus évidente. Et je pense qu'il y a un parallèle à cela dans les années 1930. Ils l'ont tous vécu, mais nous venons de mener la guerre censée mettre fin à toutes les guerres. Il n'y en aura plus. La paix pour notre temps, ce genre de choses. L'utilisation de cela comme point de comparaison est utile. En disant qu'il y a énormément de gens, en uniforme ou non, qui pensent en ce moment que nous devons être correctement préparés. C'était déjà ainsi dans les années 1930. Et il y a un groupe, j'ai failli dire politique, mais ce n'est pas un groupe politique. C'est un corps politique des électeurs et des élus qui se trouvait dans le camp du « je ne pense pas qu'on ait vraiment besoin de s'inquiéter de ça ». Et peu importe ce que disent les sondages d'opinion, je pense que de plus en plus de gens commencent à penser que c'est peut-être quelque chose auquel nous devons vraiment réfléchir sérieusement. Je ne pense pas qu'alimenter l'anxiété des gens, comme l'aurait dit cette charmante vieille dame, soit une bonne chose. C'est tout ce dont ils ont à s'inquiéter. Je ne pense pas qu'alimenter leur anxiété à propos d'un sujet sur lequel ils devraient peut-être s'inquiéter soit particulièrement utile. Mais je crois qu'apporter de la clarté pour avoir un vrai débat éclairé qui dise « bon, d'accord, si c'est là que vous, en tant que nation, souhaitez investir vos ressources, c'est plutôt acceptable. » À condition que nous comprenions tous que c'est notre choix et notre pari. En l'absence de cela, je pense que c'est un peu plus problématique. Donc je ne suis pas sûr qu'il y ait, vous savez, l'histoire ne se répète pas, comme l'a dit Mark, elle rime, comme l'a dit Mark Twain. Donc trouver les choses qui présentent des similarités est utile. Trouver des choses et dire que c'est exactement pareil, ce n'est pas si utile. Justine, il y a beaucoup de parallèles. Général, merci beaucoup. Je vous ai pris 1 heure de votre temps. Je ne m'attendais pas à ce que cela dure aussi longtemps, et ce fut un plaisir de vous parler. Alors merci beaucoup. Aucun souci, Simon, je le fais avec plaisir. Parfait, merci beaucoup, vraiment.